toutes et à tous, bon après-midi. Merci de nous joindre dans les Actus Show de votre émission de chaque vendredi de la semaine. Une façon de décrypter, de parler de l'actualité qui a marqué la République démocratique du Congo. Je vous dis merci et restez connectés pour cette session. Déjà, je suis en train de dire bienvenue à Gaïta et Jenny qui ont accepté notre invitation. Gaïta, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Aurélie et surtout merci de nous avoir une nouvelle fois de plus conviés à ces débats républicains qui nous permet, nous en tant que journalistes, nous sommes censés être les mieux informés, n'est-ce pas, de toutes les couches sociales, de donner nos avis par rapport à toute l'actualité qui a marqué la semaine. Et donc nous sommes très heureux de savoir que nos abonnés sont très nombreux en train de nous capter à pareil instant. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Jenny, bon après-midi et bienvenue. Merci Aurélie, merci à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. J'espère qu'ils seront édifiés et c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Très ravissante. Merci beaucoup, Jenny. Alors, aujourd'hui, au menu, la ville morte observée à Kinshasa. On en parle aujourd'hui avec Gaïta et Jenny. Je propose qu'on puisse commencer par un extrait qui démontre comment ça s'est passé à Kinshasa. Si la technique est prête, et peut nous balancer cette partie. Comme ça, on sera en train de voir. Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, la C64, estime avoir remporté son pari. Dans un communiqué publié mercredi 3 juin, la plateforme de l'opposition a salué la forte adhésion des citoyens à la journée ville morte observée à Kinshasa ainsi que dans plusieurs villes et localités du pays. Pour la C64, cette mobilisation constitue un signal fort envoyé aux autorités. La coalition y voit un rejet sans équivoque de toute initiative visant à modifier la Constitution ainsi qu'une réaffirmation de l'attachement des Congolais à l'état de droit, à l'alternance démocratique et à la Constitution du 18 février 2006. Signé par Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound, Moïse Katumbi, Augustin Matata-Mpogno et Délicé Sanga, les communiqués félicitent les citoyens pour leur participation pacifique, digne, responsable et disciplinée. Selon la coalition, cette mobilisation dépasse les appartenances politiques et traduit une volonté nationale de défendre les principes constitutionnels. La C64 annonce par ailleurs qu'elle tiendra ce jeudi 4 juin une réunion d'évaluation afin de dresser les bilans de cette journée d'action. À l'issue de cette rencontre, la plateforme promet de rendre publiques ses conclusions ainsi que les prochaines initiatives qu'elle attend mener dans le cadre de la défense de la Constitution et de l'état des droits. Cette déclaration intervient alors que les débats autour d'une éventuelle révision constitutionnelle continuent d'alimenter les tensions sur la scène politique congolaise. Avec cette nouvelle étape, la C64 attend maintenir la pression et poursuivre sa mobilisation dans les jours à venir. Chers téléspectateurs, voilà une ville morte observée à Kinshasa. Aujourd'hui, nous en parlons, on en parle avec Jenny et Gaïta. Alors, quel est l'impact, Jenny, de cette ville morte sur la vie politique et sociale en République démocratique du Congo? Alors, le plus frappant dans tout ça, c'est d'abord au niveau social, parce que vous posez la question, vous voulez savoir quel est l'impact. Alors, l'impact est déjà là, surtout sur le plan social, parce que comme on a tous vu, c'est vrai, c'était pas une réussite totale, mais connaissant bien l'opposition, comment est-ce qu'elle était traitée, les pronostics avant cette ville morte, en tout cas, aller en défaveur de cette opposition. On disait qu'elle n'est pas en mesure de mobiliser autant de monde, elle n'est pas en mesure aussi de faire peur. Hein. Faire peur, donc, quand elle dit un mot, que ces mots-là puissent inquiéter un peu les pouvoirs et contraindre justement ces pouvoirs-là à ne pas prendre des initiatives qui ne cadrent pas justement avec l'assentiment de cette opposition. Alors, c'est vrai, nous étions tous surpris. Quand j'ai vu les images depuis 5 heures, 6 heures, 7 heures, je me disais, bon, l'avant-midi, c'est toujours comme ça pour des villes mortes. Les gens sont encore chez eux et sont en train d'observer et voir ce que ça va donner. Mais tout d'un coup, on a compris que même à 17 heures, il y avait toujours donc, je ne peux pas dire des résistances, mais les gens étaient toujours chez eux. Alors, c'est vrai, c'est pas dans tous les coins et recoins de la capitale. Il y a là où il y avait quelques mouvements,
Mais il y avait des instructions déjà de la part du ministère de... Ça aussi, je voulais aussi ajouter ça parce qu'avec toutes, ce sont des menaces. Directement, ce sont des menaces. On a vu même quelques agents, quelques responsables de l'hôtel de ville venir pour obliger les opérateurs économiques, les commerçants d'ouvrir leur commerce sans succès. Alors, c'est ce qui nous pousse un tout petit peu à considérer cette action de l'opposition ou à l'inscrire dans une réussite. C'est vrai, c'est pas à 100%, mais connaissant, comme je l'ai dit, cette opposition, comme elle est traitée aujourd'hui, je peux dire que c'est un coup gagné pour cette opposition. Alors, voilà pourquoi ils sont très motivés et en annonçant même d'autres actions, peut-être on va en parler. Mais l'impact sur le plan social, il y a un impact même sur le plan économique parce qu'il faut voir qu'est-ce que la province a perdu ces jours-là en termes de recettes. Même le gouvernement central, ce sont des pertes énormes pour une seule journée. Alors, déjà, sur le plan politique, oui aussi, là on peut parler aussi de l'impact parce que s'il n'y avait pas une réussite aussi dans ces contextes, l'opposition n'allait pas se précipiter pour annoncer d'autres actions dans la foulée. Alors comme ils l'ont fait à l'issue d'une évaluation, je pense qu'ils savent que c'est une réussite et comment dire, ça les motive encore une fois pour continuer à faire pression au pouvoir. Surtout, ce qu'on vient de voir aujourd'hui de la marche là des soutiens, l'échec qui vient d'être enregistré, en tout cas, tout va justement dans le bon sens pour cette opposition. Mais jusque-là, on ne peut pas dire que c'est une victoire. Le pouvoir ne va pas continuer dans cette démarche de vouloir coûte que coûte changer la constitution en passant justement par les référendums. Merci beaucoup, Jenny, pour ces éclaircissements. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que cette ville morte est observée seulement à Kinshasa ou il y a d'autres provinces qui ont observé cette ville morte? Vous savez, Kinshasa, c'est une grande ville, c'est la première ville de la République démocratique du Congo. Donc, tout naturellement, ça a un effet d'entraînement sur d'autres villes, puisqu'on a vu notamment cette semaine, le jour même de la ville morte le mercredi dernier, que les villes comme Butembo, comme Beni également ont éternué du fait que Kinshasa est toussé. Vous allez m'excuser n'est-ce pas, de cette figure de style. Kinshasa a toussé, mais il y a plusieurs villes de la République qui ont éternué. Butembo, par exemple, où il y a eu de manifestations. Là, vraiment, il n'y a pas eu ville morte. Il y a eu de manifestations, des affrontements directs entre les jeunes et la police nationale congolaise. D'ailleurs, les jeunes ont pris les dessus sur la police nationale congolaise. Je sais pas si la régie aura le temps de nous balancer ces images-là assez spectaculaires. On voit les policiers en train de prendre la poudre d'escampette face à la jeunesse. À Beni également, une grosse frustration qui est née naturellement n'est-ce pas, de cette concomitance-là entre de manifestations de Kinshasa contre le changement de la constitution et le massacre qui s'y était posé à la veille. Donc il y a eu cette concomitance-là qui ne passait pas et donc les jeunes également se sont révoltés contre ça. Donc oui, à Lubumbashi également, on a vu à travers plusieurs rues de la capitale cuprifère, notamment à l'université de Lubumbashi, on a vu vraiment que la ville morte, là aussi, dans certains coins n'est-ce pas, de cette ville, également, la ville morte a été respectée. Donc, comme Jenny l'a dit, pour rebondir à la question de savoir si c'est fut une réussite ou un échec pour l'opposition, moi, je pense que aussi petit soit-il, c'est vraiment une réussite pour l'opposition. Rappelez-vous quand même du discours que développaient les tenanciers du pouvoir en place. Ils disaient que ces opposants-là ne pouvaient jamais mobiliser ne serait-ce que des centaines de gens. Mais à travers le rappel à la ville morte, on a vu que vraiment Kinshasa a été à l'arrêt pendant un moment. Et d'ailleurs, le trafic habituel des journées de Kinshasa n'a pas été au rendez-vous. Donc, on peut estimer que bien évidemment l'appel de l'opposition à la journée ville morte a été respecté, quoique un peu relativement, puisqu'il y a eu certains coins où les habitants ont vaqué à leurs préoccupations. Et c'est là que c'est le véritable problème de réussite totale de nos villes mortes, c'est parce que 80% de la population congolaise est pauvre.
Et 80% de la population congolaise vit au jour le jour et va qu'à des petites occupations pour essayer un peu de survivre, de manger le soir. Donc aujourd'hui, dans le contexte congolais, c'est très difficile de s'assurer de la réussite d'une ville morte avec une population aussi faible, une population aussi débrouillarde. Mais moi, je pense que globalement, coup de chapeau à l'opposition qui a quand même montré malgré ses peu de force qu'elle pouvait mobiliser autant de gens. Et c'est là que j'en reviens maintenant à ce que Jenny vient de dire par rapport à l'échec de la mobilisation de ceux qui sont pour le changement de la constitution, c'est-à-dire les pasteurs qui se sont mobilisés. Moi, je pense que il s'observe une sorte de désordre au sein de tous ces gens qui prônent les changements de la constitution. On ne sait pas qui est vraiment la tête des fils. On ne sait pas si il faut suivre le mot des Kabouya. On ne sait pas s'il faut suivre plutôt les mots des Mbata. On ne sait pas si ce sont les évêques, ce sont les pasteurs qui ont pris, n'est-ce pas, l'initiative. Donc, il y a un désordre. Et lorsqu'il y a un tel désordre, c'est difficile de fédérer toutes les forces autour d'une même direction et de parvenir à mieux mobiliser la population pour s'assurer de son, n'est-ce pas, de sa manifestation. Merci beaucoup. Et Jenny avait déjà commencé à évoquer les actions que l'opposition a déclarées et qu'elle va commencer à prendre. Est-ce qu'on peut le prendre comme une menace ou une menace de la part de l'opposition à la majorité, ou en tout cas, parce que je trouve que finalement, c'est la population qui souffre. La population est au milieu et c'est elle qui souffre. Bon, justement, c'est vrai, tout tourne autour de la population. C'est vrai, en lançant tous ces appels, c'est à l'endroit de la population. C'est là qu'ils veulent à ce que la Constitution soit changée. En parlant du référendum, c'est la population qui sera encore une fois sollicitée. Donc, tout tourne autour de la population. Mais c'est vrai, l'opposition qui annonce déjà d'autres actions, c'était prévisible. Parce que, comme on l'a dit bien avant, en début de Pouvez-vous semaine, éclaircir par rapport à ces actions déjà? ouais, justement, je compte en parler directement parce que, d'abord, l'opposition, comme on le disait, c'était un test. Un test grandeur nature, comme on le dit souvent, pour l'opposition, parce que c'est la première fois depuis, je dirais que Félix Tshisekedi au pouvoir, qu'on assiste à des actions pareilles, une opposition qui affronte directement les pouvoirs. C'est vrai, il y avait beaucoup de tergiversations à l'époque lors de la composition des lions sacrés, où on a vu quelques opposants intégrer les bateaux conduits par Félix Tshisekedi, et il y avait donc beaucoup de fissures, beaucoup donc les opposants étaient à un certain moment éparpillés, mais c'est la première fois qu'on voit les opposants se mettre ensemble au sein d'une coalition, la C64, pour un objectif précis. Et voilà pourquoi ils sont en train d'organiser des réunions. La première réunion, c'était au siège des Lécidés. Deuxième réunion, donc la réunion d'hier, j'ai dit, c'était au siège des Envol. Donc, ils sont en train aussi de les faire à tour des rôles pour montrer en quelque sorte une solidarité, mais aussi pour montrer qu'il n'y a pas un parti qui prend les décisions sur l'autre au sein de cette coalition. Alors, les actions qu'ils ont annoncées, c'est hier, hein, à l'issue de la réunion d'évaluation. D'abord, une action ville morte, jugée réussie côté opposition. Eh bien, qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent d'abord une plainte contre Félix Tshisekedi, parce qu'il y a des accusations que les opposants sont en train de porter contre Tshisekedi, et la plainte sera déposée je crois que ça sera à la Cour constitutionnelle, hein, les 9, donc le mardi prochain, ils vont déposer une plainte, et après, 3 jours après, donc les vendredis, ils vont faire un sit-in à l'esplanade du Palais du Peuple. Et là, c'est une façon pour les opposants de s'adresser aux députés. Les députés qui ont laissé passer. Donc, j'ai dit les parlementaires, parce que c'est la loi référendaire adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Elle doit passer en seconde lecture au Sénat. Et c'est donc le Parlement qui est visé par les opposants. Alors, j'ai doute. Bon, permettez que j'en parle directement. Je suis en train de voir maintenant les pouvoirs passer à une vitesse supérieure par rapport aux restrictions. Là, les pouvoirs ne vont pas laisser, les forces de l'ordre ne vont pas laisser les opposants
déposer la plainte facilement, venir avec la plainte déposée et rentrer chez eux. Le pouvoir ne va pas laisser les opposants organiser les sit-ins à l'esplanade du Palais du Peuple parce qu'il y aura un afflux massif, ça c'est sûr d'abord. Alors, les laisser aussi faire un sit-in toute la journée, ça sera un message ou disons un autre coup que le pouvoir sera en train d'encaisser. Et le pouvoir, je vous assure, il ne va pas se laisser faire. Et nous serons maintenant en train d'entrer dans une phase aussi décisive où on va assister à des répressions, à des arrestations, tout ça. Et c'est le pouvoir de Félix Tshisekedi ne pensait pas que cette opposition pourra l'amener à ce niveau-là. Mais c'est déjà chose que le pouvoir est en train d'acter avec les coups qu'il vient d'encaisser premièrement de la ville morte. Et après, un sit-in, c'est aussi une manifestation. Et c'est donc une opposition qui est de plus en plus ragaillardie, qui se sent beaucoup plus motivée et prête à tout aujourd'hui pour empêcher Félix Tshisekedi d'échanger la constitution, bien qu'il est aussi bien parti pour le faire. Donc c'est un bras de fer qui s'annonce très très tendu entre les deux camps. Vraiment, merci. Les bras de fer, mais toujours, en tout cas, c'est la population, Oui. ou mieux le peuple, qui est en train de souffrir. Déposer, ils vont déposer, voilà. Oui, une plainte contre Félix Tshisekedi. Voilà, c'est vendredi. Les mardis. Le mardi. Et le vendredi, ça sera maintenant les sit-ins. Oui. Alors, je trouve que, en tout cas, la population, toujours au milieu de tout ça, sera victime. Parce que l'opposition, que ce soit l'opposition, la majorité, de toute façon, on est dans un pays démocratique. Peut-être il y aura des solutions par rapport à tout ça pour épargner la population. Gaëta, qu'en pensez-vous? Oui, justement, par rapport à votre question, je partage l'inquiétude des Jenny par rapport à ce qui va suivre. Parce que moi, je pense que le premier test de l'opposition a été une réussite avec la journée ville morte. Après, il faudra concrétiser ça par des actions maintenant concrètes, des actions de terrain, des actions concrètes, puisqu'on sait que, de par l'histoire de la République démocratique du Congo, ce sont ces actions-là qui ont toujours fait sauter des régimes. Qui ne sont pas faciles à appliquer. Bon, justement, voilà. Ces actions-là ne seront pas faciles à appliquer. Et je pense que dans un coin de tête, ou dans le coin de tête des opposants, ils se disaient déjà que c'était difficile d'avoir, n'est-ce pas, de savoir mobiliser la population congolaise autour n'est-ce pas, du réfi du changement de la constitution, mais ils l'ont réussi à travers l'appel à la journée ville morte. Là, ils passent maintenant à autre chose, à quelque chose de concret, qui soit à mesure, n'est-ce pas, de chahuter un peu les régimes. Mais c'est quoi? C'est justement ces actions de terrain. Il y aura des manifestations, forcément. Il y aura un sit-in, comme vient de le dire Jenny. Et là, moi, connaissant le manque de discipline, on va m'excuser pour ces termes, de nos forces de l'ordre, je pense qu'il y aura forcément des rapages. Je pense qu'il y aura des rapages et ces dérapages pourraient déboucher par des arrestations, par des blessures. Je ne souhaite pas qu'il y ait des morts, puisque par le passé, on en a connu à travers ces genres de manifestations. Donc c'est à partir de là que les échos de ce qui se passe au pays commenceront maintenant à sortir à l'extérieur. Et c'est ce que cherche l'opposition. L'opposition cherche la sympathie de la communauté internationale. L'opposition aujourd'hui, si vous interrogez un peu en cachette, peut-être qu'ils ne peuvent pas les dire ouvertement, mais si vous interrogez un peu en cachette l'ambition de Fayoulou, de Sesanga ou de Jean-Marc Kabound par rapport à ce que eux ils sont en train de prévoir de faire, ils te diront que voilà, ils ne seraient pas contre une répression du régime en place qui réprime violemment les manifestations, et les différentes organisations de droits de l'homme se saisissent de ces n'est-ce pas, de ces répressions là pour en faire un grand écho sur le plan mondial. C'est ce que cherche l'opposition aujourd'hui. L'opposition cherche une ouverture de la n'est-ce pas, de la situation congolaise au monde, afin que la pression sur Félix Tshisekedi puisse s'accentuer. Donc c'est ça, c'est une manipulation de la foule
autant l'opposition a réussi à manipuler la foule à travers son appel à la journée ville morte qui a été à 60-70% respecté, autant les régimes en place ne sait pas vraiment jusqu'à l'heure actuelle mobiliser la foule ou le population, les Quinois autour du projet du changement de la constitution. On a vu les fiascos d'aujourd'hui. Je crois même que ces jours-là, les mêmes jours de la ville morte, il y avait, n'est-ce pas, un appel à la manifestation. D'ailleurs, pour témoigner de l'échec cuisant du régime ou du comment on dit C4 de la C4 créée par Augustin Kabouya. C'est justement cet appel, on a vu un communiqué spontané de la haute hiérarchie, on n'a pas précisé de quelle haute hiérarchie il s'agissait, appelant les gens à aller, n'est-ce pas, dans les stades pour aller suivre les matchs des équipes, de leurs équipes. Donc c'était déjà un aveu d'échec. Vous avez compris que la ville, n'est-ce pas, les activités dans la ville tournaient au ralenti et il fallait trouver quelque chose pour essayer un peu d'embellir le fiasco qu'ils attribuaient à l'opposition. Donc ça n'a pas marché. Et donc, comme je l'ai dit, ce qui manque au pouvoir en place, c'est l'ordre. Il n'y a pas assez d'ordre. Kabouya, ceux qui suivent Kabouya ne suivent pas forcément ce que dit Mbata. Je ne sais pas si ces deux parviendront à fédérer leur Mbata lui est dans son initiative. Hein. Il reçoit les propositions des membres des partis politiques ou personnalités membres des Lions Sacrés. Qu'est-ce qu'ils veulent aussi qu'on insère dans la nouvelle constitution. Donc, vous voyez, c'est une démarche à part. Kabouya qui est dans les C4, les églises aussi, donc c'est compliqué. Même Mbata lui-même, il est en train de court-circuiter le président de la République, puisque selon la fameuse loi sur les référendums qui est encore au niveau de l'Assemblée nationale, disons au niveau du Sénat, il appartient au président de la République de désigner des experts qui vont rédiger cette constitution qu'il faudra maintenant soumettre à l'Assemblée nationale. Donc, Mbata a déjà commencé sa propre initiative à lui, qui va à l'encontre de l'initiative qui doit normalement provenir du président de la République. Et pendant ces temps, Augustin Kabouya fait son show tout en, n'est-ce pas, tout en critiquant Mbata. Et donc, cela fait à ce que l'union sacrée soit fragilisée et donc soit, n'est-ce pas, incapable de mobiliser le Congolais aujourd'hui autour du projet du changement de la Constitution. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la ville morte est au cœur de l'actualité de cette semaine. C'est sur ça que nous sommes en train de débattre. En tout cas, veuillez réagir dans les chats tout en respectant les règles de jeu. Comme ça, on va vous lire. Alors, une fois de plus, il y a l'Église qui s'invite sur les terrains politiques. Jenny, est-ce que ça fait partie de la mission de l'Église? Ou aujourd'hui, on est en train de voir, d'ailleurs, il y a eu une manifestation aujourd'hui qui est organisée par l'archevêque Edibaya Mapia. Est-ce que ça fait partie de la mission de l'Église? La mission de l'Église, au-delà de l'Évangile, il faut aussi être à côté de la population, surtout ceux-là qui souffrent. C'est ça aussi le rôle de l'Église. Cette solidarité doit être au rendez-vous. Alors, quand on parle de la souffrance, pour la population congolaise, c'est une souffrance qui est aussi collective. Parce que quand les gens n'arrivent pas, donc vous vous réveillez, vous êtes à Kinshasa par exemple, vous êtes obligé de vous réveiller, je crois vers 4 heures moins, 5 heures, vous commencez déjà la route pour aller à des distances, pour parcourir des distances, justement. Là, on parle d'abord des étudiants pour atteindre la faculté. C'est un casse-tête tous les jours. C'est la vie quotidienne, je vous assure, de ces Congolais-là. Là, je prends juste une seule catégorie. Je ne prends pas tous ces marchands-là qui doivent faire des kilomètres et des kilomètres. Ça, c'est à Kinshasa. Qu'en est-il des gens qui sont dans les fins fonds de la République? Ou l'accès même, ou pour avoir des routes, c'est compliqué. Alors, tout ça, l'Église doit prendre ça en compte. Les souffrances des peuples congolais. Et puis, parler, hausser les tons pour que les dirigeants attendent facilement. Mais ce qui se passe chez nous, on voit même au sein des églises une certaine, je dirais,
les églises sont divisées, les confessions religieuses. Je ne sais pas quel est l'idéal dans tout ça. Chacun défend à son idéal. Voilà, c'est peut-être ce qu'il faut dire. Chacun a son idéal, que ce soit sur les plans spirituels ou même en politique. Donc, on ne peut pas dissocier aujourd'hui l'Église de la politique. Ça se passe déjà parce que l'Église, elle est appelée aussi à discuter souvent avec ceux-là qui ont la gestion du pays entre leurs mains. Leur montrer là, ici, il faut éviter ça. Voilà, des orientations souvent sont aussi capitales. Alors aujourd'hui, parce que c'est ça aussi la question, on a vu une marche d'une certaine, comment on appelle ça? C'est une coalition. Voilà, je vais me rappeler des noms qui est chapeauté par l'archevêque Ejiba Yamampia. Au sein de cette coalition, on n'a pas que des églises. Il y a d'autres organisations citoyennes, on a d'autres personnalités qui sont là. Alors, comme c'est chapeauté par un pasteur, voilà, ça donne déjà une autre connotation au combat. Alors, c'est quoi les combats? Ejiba et sa coalition soutient les changements de la Constitution. Il est pour les changements de la Constitution. Alors, c'est pour cela qu'ils ont manifesté aujourd'hui, qu'ils ont marché. Alors, ça a tourné mal parce que en arrivant au palais du peuple, là où les gens voulaient se rencontrer, finir avec cette marche et puis faire même des messages. Il y avait les instruments qui étaient déjà bien installés, donc la sonorisation. Ouais. Et tout juste, on a vu les policiers venir pour leur dire non. En tout cas, ici, aucune activité ne va se dérouler ici. Alors, ils étaient surpris. Pour eux, c'est un sabotage. Alors, ce qui étonne, c'est que les gens qui soutiennent la Constitution se voient aussi, donc ils font face au défi des services de l'ordre de mener jusqu'au bout leurs initiatives. Alors, ça inquiète déjà. Alors, quand on fait ça pour les partisans du changement de la Constitution, ça sera quoi? Ça sera quel est l'essor maintenant aux opposants là qui vont peut-être venir au même endroit pour déposer, ou pour faire les sit-ins. Vous voyez déjà ce que ça donne. Donc, Ejiba Yamampia, je ne sais pas s'il a été stratège ou soit ses initiatives ne trouvent pas un écho favorable au pouvoir. Parce que si c'était Augustin Kabouya avec sa C4, je pense qu'il allait facilement mener jusqu'au bout ses activités, ses démarches. Donc, c'est déjà compliqué pour la suite des événements. C'est très compliqué parce que Kabouya, dans sa C4, ne va pas rester bras croisés, il va faire quelque chose. André Mbata, de son côté, il va aussi intensifier sa démarche pour apparaître aux yeux du président Félix Tshisekedi comme étant celui qui est en train de bien faire, de faire le bon travail. Et par-ci, par-là, vous allez voir même au sein du Parlement, les présidents de l'Assemblée nationale, il va faire aussi des initiatives pour apparaître, pour convaincre le président. Au Sénat, même chose. Même au sein du gouvernement. C'est justement, même au sein du gouvernement, vous allez voir les ministres faire des sorties isolées pour montrer au chef de l'État qu'ils sont en train de bien faire le travail. J'ai été surpris de voir quelques membres du gouvernement à la veille de la ville morte décrétée par les opposants venir sensibiliser la population dans des marchés pour leur dire non, il faut être toujours là, rien ne va se passer. C'était les 3. Les 3 juin n'est pas un jour férié, il faut travailler, tout ça, tout ça. Même les ministres, j'étais surpris, les ministres de la fonction publique, les VPM, Jean-Pierre Liaou, aussi dans sa note de service qu'il a fait la fois passée, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. J'ai été surpris parce que moi, je pensais que c'est quelqu'un qui s'occupe que de son travail. Les histoires là ne l'intéressent pas trop. Tous on sait comment ça se passe. Donc, envoyer les gens au travail, pourtant vous savez qu'il y avait une morte. En tout cas, c'est ne pas protéger la population. Bon, c'est pas lui qui envoie les gens au travail. Les gens peuvent travailler. Et si quelqu'un trouve que cette journée ville morte a de l'importance à ses yeux et pense que oui, il y a des choses qui doivent changer au pays et décide de ne pas aller au travail, libre à lui. Mais j'ai été surpris, Jean-Pierre Liaou, j'ai pensé que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, il a changé certaines habitudes, mais il reprend ses anciennes habitudes parce que c'est un kabiliste. Tout d'abord, je me rappelle lorsqu'il était au PPRD, c'est lui qui
il avait créé un groupe, hein, parce que à l'époque, l'Église catholique n'était pas d'accord avec Joseph Kabila, et en opposition à l'Église catholique, Jean-Pierre Liao avait créé un groupe appelé les jeunes catholiques. Donc, il y avait une certaine coalition à l'époque. Je vais me rappeler Dino. Donc, lui, il était contre les démarches de l'Église catholique. Alors, pour essayer un peu de désorienter les jeunes, parce que l'Église catholique, en grande partie, ce sont les jeunes, pour les désorienter, il avait créé une autre structure pour appuyer les pouvoirs de Joseph Kabila à l'époque. Et les voilà aujourd'hui quand l'opposition initie une action de grande envergure, il est le premier à faire une note de service pour dire aux fonctionnaires de l'État de ne pas s'absenter, de ne pas prendre en compte les démarches politiques, tout ça. Alors, j'étais surpris, j'ai pensé qu'il allait garder son sang-froid et continuer à bien une faire démarche son travail. pareille a été prise également par le ministre des Sports. Puisque je pense que Voilà. lorsqu'on Ça parle aussi, de la il faut quand même le dire. haute hiérarchie, il s'agit bel et bien du ministre des Sports qui a Oui. décidé, n'est-ce pas, d'élever provisoirement la décision d'interdire l'attroupement de gens au stade, simplement parce qu'il fallait court-circuiter l'initiative des opposants. Donc c'est grave dans des pays sérieux que l'on utilise n'est-ce pas, que l'on utilise les moyens de l'État à des fins personnelles ou à des fins politiques. C'est malheureusement ce qu'on a vu. On dirait que le président de la République ou la première ministre a donné au ministre l'instruction de, n'est-ce pas, de court-circuiter ou disons de combattre l'initiative des opposants, chacun dans son secteur. Vous savez, la fonction publique a fait sa part dans son secteur en brandissant une menace contre le fonctionnaire qui n'allait pas qui ne se présenterait pas au travail. Le ministre des Sports a plutôt mobilisé les gens pour aller remplir les stades pendant qu'il y a une interdiction d'entrer au stade vu le contexte non seulement sanitaire, C'était juste pour ces mais jours-là. également c'était juste pour ces jours-là. Et donc chaque ministre a essayé un peu de contrecarrer l'appel à la journée ville morte et de l'opposition, chacun dans son secteur. C'était vraiment une action bien coordonnée de l'État, mais cela n'a pas été suffisamment efficace. Alors, vous avez posé une question intéressante à Jenny sur pourquoi les églises, est-ce que les églises ont cette mission? Vous savez, je me rappelle d'un auteur, malheureusement, j'oublie son nom, il avait dit, dans un pays où l'armée est politique, où l'administration est politique, forcément l'Église le sera aussi. Donc nous sommes dans un pays où l'Église a joué un rôle capital. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va interdire, et surtout ce n'est pas le régime de Félix Tshisekedi qui va interdire à l'Église n'est-ce pas, de s'ingérer dans des questions politiques, encore qu'elle en a, n'est-ce pas, la mission sociale. Rappelez-vous que si nous sommes sortis de la crise de 2015-2018, c'est grâce à l'Église, avec les accords de la Saint-Sylvestre, ni t'étais les évêques. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la population? Est-ce que c'est dans l'intérêt de la oui, population? justement, Jenny a dit quelque chose de très important. Au-delà de la mission évangélique ou prophétique, l'Église a également une mission sociale. Et cette mission sociale-là va dans le sens, n'est-ce pas, de s'assurer de la, n'est-ce pas, de la bonne situation, du bien-être, aussi bien social qu'économique de la population. Aujourd'hui, la population congolaise trime dans la misère et l'Église est en train de voir ça. Et donc, l'Église a un rôle symbolique. S'il vous plaît, a un rôle symbolique dans ce cadre-là. Mais pourquoi? Voilà, et c'est là que moi je ne comprends pas du tout la démarche. C'est-à-dire que d'une part, on interdit à la coalition Senko SCC de prêcher la politique, et d'autre part, on donne des éléments de langage à des pasteurs qui aujourd'hui ne prêchent plus que les changements de la Constitution, soit en disant qu'ils ont bien évidemment été inspirés ou ils ont eu des révélations venant des dieux. Mais c'est grave. C'est grave. Donc voilà. vous utilisez Dieu que vous êtes censé, disons, dont vous êtes censé véhiculer la parole. L'être, disons, c'est quasiment quelqu'un qui est indescriptible. Dieu, il est au-delà de tout. Oui. Mais vous l'utilisez, vous manipulez Dieu comme un petit machin pour, n'est-ce pas, en arriver à l'adhésion de la population autour du changement de la Constitution. Moi, je pense que et ces populations-là qui remplissent les églises de ces farceurs-là, mais ils doivent comprendre qu'ils ils suivent la prédication des farceurs. Parce que quelqu'un qui dit il a reçu une révélation divine selon laquelle on doit changer la Constitution.
et la population continue de suivre quelqu'un de pareil. Non, aujourd'hui, je crois que la population a répondu à ces gens-là. Parce que même l'archevêque Eji Bayamampi, il n'a pas réussi à mobiliser ne serait-ce que les fidèles de son église pour la marche d'aujourd'hui. Mais ils sont pas cons, il a fait un fiasco. Moi, j'ai pensé qu'avec toute son église, Moukouna avec ses fidèles, tous ces gens-là, ils vont faire quand même, ils auront du monde à cette marche. Mais Gilles Moulin, on n'en a pas encore mobilisé. Gilles Moulin, lui, d'abord, il fait face à une mesure au niveau Mais de lui, ça. Il fait face déjà à une mesure. Bon, tout ça, c'est pour maquiller, pour montrer aux gens que, voilà, les CESAC traitent les gens de la même manière. Alors, loin de moi, les interprétations de ces côtés-là. Mais ces pasteurs-là, ils viennent de subir un échec aujourd'hui. Et je pense que c'est un message que cette population vient de leur adresser. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est une semaine aussi, une très bonne semaine pour l'opposition. Vous faites une ville morte. Réussite 65%, je pense. Et puis, il marche pour répondre à la ville morte de l'opposition. Échec à combien de pourcents? À 70%, parce qu'ils ont échoué. Même les policiers qui étaient là ont eu pitié de ces gens-là en leur disant non, ici, il n'y a pas accès, donc écartez-vous, rentrez déjà à la maison. Vous vous rendez compte? Mais il y a tellement de motifs de ne pas adhérer à cette cause du régime en place, puisqu'il y a tellement de motifs pour manifester contre le régime en place. Kinshasa, il y a insécurité grandissante jusqu'à maintenant. Ce qui n'a jamais été le cas. Ce qui n'a jamais été le cas actuellement, c'est terrible. Kinshasa, quasiment toute la population a le power bank, c'est quand même assez exceptionnel. À Kinshasa, les gens payent le power bank comme s'ils payaient, n'est-ce pas? Le power bank est devenu un bien de première nécessité. Il faut à tout prix en avoir puisqu'il n'y a pas d'électricité, pas du tout en pleine capitale. Le courant est devenu, n'est-ce pas, un luxe en pleine capitale. Donc, moi, je pense que un Kinois qui ne se soulève pas contre ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il est naïf et il ne se soulèvera jamais. Et comme on le dit souvent, les foules sont les mères des tyrans. Si les foules ne se soulèvent pas contre les tyrans, ils finiront par, n'est-ce pas, créer des tyrans. Et donc, il faudrait, au bout d'un moment, je ne suis pas en train, n'est-ce pas, de me joindre à l'opposition, à l'appel de l'opposition, mais il faudrait, au bout d'un moment, que un peuple qui est, ou une population qui est meurtrie, qui n'a pas à manger, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, il faudrait, au bout d'un moment, qu'il rappelle au moins au régime, au pouvoir que voilà, elle est là et ça passe par, n'est-ce pas, ces différentes manifestations, ces différentes résistances populaires, journées ville morte et toutes les initiatives qui sont créées ou qui sont mobilisées par l'opposition. Après, j'attends également l'appel de l'Église, puisque là, ça sera vraiment terrible, puisque les évêques, on l'a vu d'ailleurs entre 2015 et 2018, les évêques et les différents, disons, les évêques de la Cinco notamment, mais jusque-là, ils sont calmes. ont une telle force que ils sont capables, ne serait-ce qu'avec un mot, de mobiliser des foules immenses. Et si le régime de Joseph Kabila a commis l'irréparable en réprimant dans les sangs les gens, c'est simplement parce que les évêques c'était, n'est-ce pas, avait également mobilisé des gens contre les régimes là. Donc, il faudrait que le régime actuel fasse tout pour ne pas en arriver là, parce que lorsqu'il arrivera que les évêques également entrent en jeu, ça sera très compliqué. Merci beaucoup. Et... Il y a des commentaires, je ne sais pas si vous permettez qu'on lise oui, même quelques commentaires vite. Augustin Bangambi, merci frère. Je suis dans les Kasaï centrales, territoire des Dibaya, mission catholique de Bunkonde. Alors, un autre message, ici c'est Crispin Kassamana. Je suis à Moneditu. Ok, d'autres messages. Fachitina 2050. Il a déjà changé son nom, il s'appelle le mondialiste D143. Il est dans les forêts, on comprend. Mais les soi-disant chrétiens là, comment eux font les marches? La question posée par Jean Dinanga.
qui revient encore. Est-ce qu'on va recevoir les opposants les jours, on va recevoir les opposants là pour déposer leur plainte? Jean Dinangaki insiste encore en disant, nous attendons les deux églises mères. Je cite l'église catholique et l'église protestante. Ils ont fait ça pour manifester la paix, pour empêcher les opposants. Donc, il dit que la marche d'aujourd'hui, c'était une façon de contrer les opposants. Zinga Kuvu qui dit Chilombo Escarmouche. Zinga Kuvu. Ngeleka, Antoine Feliciano. Oh. Donc, il revient sur tout ce qu'il dit. Borderline, Clochard, Belliqueux, voilà. Août 2028, Bajuisseur, frappeur, incompétent. Voilà. Liaou est un usurpateur du nom du prof Liaou. Il n'est pas de la famille Liaou. C'est toujours Zingakou. Félicitations à l'opposition. Je suis à Lubumbashi. Augustin Mufunga. Voilà d'abord le premier lot des commentaires. Merci beaucoup en tout cas, mesdames et messieurs, pour votre réaction. Continuez à réagir, donnez votre contribution, votre opinion dans les chats. Et après, on va vous lire. Est-ce qu'on peut revenir sur tous ces députés-là, élus, qui ont eu le mandat, voilà, du peuple, et qui sont en train de croiser actuellement les bras. Ils sont observateurs parmi la population. Pensez-vous qu'il y aura un jour qu'ils vont sortir de cette situation de dépendance? On est démocrate, on est en République démocratique du Congo. Normalement, ils devraient agir à toute indépendance. C'est une question difficile. On y revient quasiment tous les jours. Les rôles des députés. Leur premier rôle, leur premier mandat. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont en train de s'émuer en constituant, pendant que les mandats qu'ils ont reçus du peuple congolais, c'est justement les mandats de légiférer, de contrôler et de représenter. Ouais. Ils ne légifèrent presque plus. Je ne me rappelle même pas par des lois qui sont profitables au régime en place, notamment la loi sur les référendums qui est encore, au niveau du Sénat. Ils ne contrôlent plus. D'ailleurs, eux-mêmes disent qu'ils ne savent rien de ce qui est, notamment les accords que Félix Tshisekedi signe avec Trump ou les accords que sur les migrants, ils n'en savent rien et ils ne doivent rien en savoir. C'est ce qu'eux-mêmes disent. Donc, ils sont là, les mains et les pieds liés. Ils ne savent rien faire de leur travail. Donc, ils ont trahi, en quelque sorte, ils ont trahi le mandat qu'ils ont reçu du peuple congolais. Donc moi, c'est avec beaucoup de consternation, peut-être que Jenny aura des mots justes ou des mots moins forts pour n'est-ce pas, pour décrire cette trahison des députés vis-à-vis des peuples qui leur ont, n'est-ce pas, donné mandat. Il y a un élu d'une province, d'une des villes sous occupation qui a récemment publié tambour battant qu'il venait de remettre sa proposition du changement de la constitution au président de la République. Il a partagé dans tous les forums, histoire de se moquer de ses électeurs. On comprend, et c'est ce qui explique cela. Moi, je pense que ce qui explique ce n'est pas une méfiance, mais cette négligence-là des opposants vis-à-vis disons, des députés vis-à-vis de leurs électeurs, c'est le fait que eux-mêmes, les députés, achètent le voix. Donc, ils sont en quelque sorte lorsqu'ils viennent vers le peuple, ils achètent le voix et ils partent au niveau de Kinshasa, ils vendent le mandat qu'ils ont reçu du peuple. Ils vendent ces mandats-là au mieux offrant. Donc, celui qui offre mieux actuellement, c'est le régime en place, et la Chilombi, comme on l'a dit, mais quand même, c'est assez regrettable. Et moi, je pense que le problème vient de la population d'abord, des électeurs. Comment on peut donner mandat à ces genres de personnes, et surtout comment on doit monnayer, n'est-ce pas, nos voix, puisque plus on monnaie nos voix, plus on donne à ces députés-là
l'argument de dire, bon, finalement, j'ai acheté avec l'argent mon Mais quel argent? siège à l'Assemblée nationale, mais ils viennent, ils distribuent de l'argent. Lesquels? Ils distribuent des vivres pour être élus. Ils payent des gens pour être élus. Ils payent à la CENI pour être élus. Donc, c'est avec l'argent qu'ils achètent les sièges qu'ils ont. Donc, arrivé là-bas, ils se disent, bon, j'ai acheté ces sièges, je les vends. Je les vends aux mieux offrants. Et donc, c'est ça. Donc, moi, je pense que le problème principal vient d'abord de la population congolaise. Et mon inquiétude est qu'un jour, on en arrivera à un niveau où le peuple, où la population sera complètement, comment dirais-je, découragé d'aller voter. Mais déjà, un peuple oublié qui est pauvre, vous imaginez quelqu'un qui est en train de passer toute une journée, en train peut-être seulement de lessiver pour qu'on lui fasse en 5 000 francs ou 2 000 francs. Imaginez-vous qu'on lui donne seulement un sac de riz. Mais déjà, Déjà, être dans la, déjà, jusqu'à quand on va rester dans cette situation? ça, Parce que les premiers cycles, c'était les mêmes constats. Les premiers cycles électoraux, 2006, même constat. 2011, les mêmes, on a fait les mêmes constats. 2018, 2023. Ça fait 4 cycles électoraux et nous assistons toujours à ça. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc, quand il y a élection, les mêmes bourreaux veulent venir pour donner les miettes à la population. Parce que ce sont des miettes. Il faut voir ce qu'eux gagnent. Alors, je ne suis pas ici en train de dire que tous les députés sont comme ça. Il y a des députés qui sont conscients. Mais comme ils sont dans un ensemble beaucoup plus dominé par les inconscients, par comment dire, les opportunistes, parce que avec les opportunistes, c'est toujours très compliqué. Gaëtan venait de parler d'un Élie de Goma. Oui, parce que c'est de Goma qu'il s'agit. Alors, un Élie de Goma qui vient, il propose qu'on change, qu'on change la constitution, lui, avec des propositions. C'est pitoyable. Et c'est l'urgence aujourd'hui. Si on change la constitution, et c'est ce qui va ramener la paix immédiatement dans l'est du pays. Pas du tout. C'est une moquerie. Voilà, il ne considère même pas, il néglige cette population. Comme vous l'avez dit, il néglige cette population. Pourquoi? Parce que cette population ne l'a pas fait élire. C'est pas cette population. Ce sont ses propres moyens. Et ils sont là, la plupart, pour récupérer l'argent qu'ils ont dépensé. Tout est mandat. Ils sont en train de récupérer l'argent qu'ils ont dépensé. Et surtout, encaisser l'argent avec lequel ils viendront encore acheter des voix. Voilà. Oui. Parce que c'est devenu une carrière. Ouais. Je ne sais pas si être député, c'est une carrière pour quelqu'un. Ça n'a pas de sens. On peut faire autre chose tout en étant député national. C'est possible. Mais pour eux, c'est une carrière. Ce mandat, il va venir, l'autre mandat. Et si vous posez la question, qu'est-ce que vous avez fait du mandat que, entre guillemets, le peuple vous a donné? Il n'aura pas de réponse à vous donner. Il n'aura pas de réponse. Alors, ils sont là, une caisse de résonance. Imaginez un député qui, tout ce que le président de la République fait, lui, il applaudit. Il n'a jamais contredit le président de la République. On peut être d'une même famille politique, mais à un certain moment, il y a des choses que le président peut faire et vous pouvez le contredire. C'est possible. Mais chez nous, même si Félix Tshisekedi fait une grosse erreur aujourd'hui, tous ces députés-là, la plupart, vont venir pour les défendre. Pourquoi? Parce qu'ils doivent s'accrocher. Si vous parlez mal du président de la République, les avantages qui sont réservés aux députés, vous n'aurez pas accès à ces avantages-là. Donc, il faut tout faire pour protéger d'abord là où on gagne quelque chose au détriment de la population. Mais je ne dis pas que tous les députés sont comme ça. Il y a des députés qui sont encore conscients. Malheureusement, s'ils osent hausser la voix, vous allez voir peut-être... Mais ils sont à la fin de leur mandat aussi. Normalement, le mandat devrait prendre fin en 2028. Bon, vous pensez... S'ils n'ont pas eu à réagir pendant le premier mandat, oui. Pourquoi ne pas les faire au moins qu'on sache qu'ils ont fait quelque chose? Voilà pourquoi ils ne veulent pas que les élections soient organisées. 99% de ces députés ne veulent pas que les élections soient organisées. Parce qu'ils savent que si on organise les élections, il y a des possibilités. Soit ils peuvent tomber, soit ils peuvent être reconduits. Alors pour éviter ça, qu'on n'aille même pas aux élections. Imaginez à Rutshuru, Masisi, il y a des députés qui sont là depuis 2018. Ils sont députés.
Depuis 2018. Et ces députés, vous l'avez un jour vu, lever sa tête pour dire non, que la guerre cesse, tout ça, qu'on organise les élections à Rutshuru et à Masisi. Ils ne peuvent pas dire ça parce qu'ils savent qu'ils n'ont, d'ailleurs, ils n'ont pas de légitimité. Et bientôt, là, peut-être, Tshisekedi n'aura pas aussi cette légitimité qu'il a aujourd'hui. Et on va faire face à des institutions qui ne seront plus légitimes au-delà de 2028. Merci beaucoup, Jenny, pour ce que vous venez de dire. Alors, pendant que il y a un bras de fer entre la majorité et l'opposition à Kinshasa, à l'est de la République démocratique du Congo, ça chauffe toujours avec l'insécurité et il y a toujours de mises à jour sur la guerre qui est continue. Je suis en train de dire à Gaëtan et Jenny, merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup d'avoir encore accepté Merci Aurélie, cette merci, invitation. merci également à Jenny avec qui nous avons partagé. Merci à vous ces- tous, ces hein. plateaux. Et surtout les téléspectateurs, ils étaient nombreux à commenter. Il y a même des questions, je ne sais pas si on peut y revenir, c'est compliqué, mais peut-être prochainement, Prochainement, dans bah, notre rendez-vous. avec votre accord, peut-être on peut lire 2 ou 3 commentaires ou contributions s'il y en a. Jenny, Parce que, bon, peut-être, comme on est en train de revenir aussi sur la participation des églises, ça intéresse les téléspectateurs. Jean Dinangaki pose des questions. Messieurs les journalistes, j'ai des questions à poser. Jusqu'à là, Vital Kamerhe, c'est quoi la position de Vital Kamerhe? J'allais vous poser cette question. La position de VK. Est-ce que les gens de Constant Moutamba sont où? L'église protestante vont terminer les réunions demain samedi. Ils vont faire leur déclaration demain samedi. Jusqu'à aujourd'hui, les députés là qui ont fait passer les projets de loi réclament l'argent des Jeeps qu'on leur avait promis. Oui, c'est ça aussi, quelques indiscrétions font état justement des couacs, hein. Les députés qui ont participé au vote, qui ont voté donc la loi référendaire, la loi sur les référendums, ces députés-là, on leur a promis des Jeeps. Mais il paraît qu'ils Oui. qu'ils ont Ils même sont fait des arrêter la plénière. Oui, pour dire non, Avant de passer donnez au d'abord vote. nos Jeeps avant de continuer. Puis on leur a dit non, ne vous en faites pas, vous aurez vos Jeeps. mais déjà ça marche. Alors c'est comme si jusque-là, ils n'ont pas encore Ils n'ont eu ces pas encore Jeeps-là. Mais Voilà la pourquoi. position des Kamerhe, hein, Voilà. c'est un véritable problème, ça. Bon, lui, il enseigne. Hein? Il- Il y a un combien C'est comme quelqu'un qui est en retraite. un faux communiqué, bon, on ne sait pas si c'est un faux ou c'est un vrai, mais en tout cas, ça avait été démenti. Oui. De l'INC signé Vital Kamerhe qui assurait son adhésion au projet du changement de la Constitution, mais après, n'est-ce pas, les secrétaires politiques du parti avaient démenti cela. D'ailleurs, à travers son démenti, il avait montré clairement que Vital Kamerhe n'était pas favorable au changement de la Constitution. Mais on attend toujours. Bemba aussi. Bemba Le également. présidentiable. Oui. Tous les présidentiables, tous ceux qui sont censés être présidents également du pays ne savent toujours pas s'exprimer par rapport à ces sujets. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Félix Tshisekedi n'avance pas, ou n'avance plus peut-être, et qu'il n'a pas encore les cutis ou l'aval de tous ces Les soutiens, caciques là de l'Union sacrée, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, qui d'autres? Il y en a déjà des dizaines qui forment des présidiums. Bon, le Kwebo, lui, il a adhéré. Il a avalé la couleur. Par Il a eu contre, peur. Il a eu peur. En plus, le Kwebo n'a pas la même assise politique En tout cas, c'est en Kamerhe termes et de Bemba. présidentialité qui est Bemba et Kamerhe. Kamerhe et Bemba. Il a également posé la question sur Constant Moutamba. Ouais. Moutamba a déclaré à travers, n'est-ce pas, le président à l'intérim de son parti qu'il était contre, d'ailleurs. C'est comme ça Son qu'ils ont parti justifié. divisé aussi. C'est comme ça qu'il a justifié la sortie de ces députés de la plénière. Après, quelques jours après, on a vu une déclaration parallèle d'autres membres de son parti qui se sont désolidarisés de Constant Moutamba. En tout cas, c'est comme ça. Mais c'est qui ici? Le parti, Il y a les le parti est en train de voler il y a les partisans de Moutamba qui se sont aussi mobilisés pour la réussite de cette journée ville morte. Parce qu'ils prennent part aussi aux réunions avec OECD, Envol, Ensemble, LGD et Alliance pour le changement de Jean-Marc Abound. Le monsieur qui a posé la question au sujet de Kamerhe, pourquoi Kamerhe seulement intéressé? Bon, Gaëtan a répondu. Il a répondu. Voilà, il y a d'autres, Gaëtan vient de citer d'autres personnes. Oui. Oui, bon, Kamerhe, parce que En tout cas, sur les Kamerhe, réseaux sociaux, on est en train de demander. Normalement, dans la logique du régime, après Tshisekedi, c'est Kamerhe.
Donc, c'est tout à fait naturel Oui. que, disons, les téléspectateurs posent la question sur la position des caméras. Et donc, le numéro 2, naturellement, de l'Union sacrée, n'a pas encore pris position en faveur du changement de la Constitution. Et ça, moi, je pense que c'est l'une des choses qui bloque encore la machine. Merci beaucoup, vous avez eu votre réponse. Le numéro 2 n'a pas encore donné sa position. Nous sommes en train de conclure, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Et merci à Gaëta et Jenny encore une fois. Merci.